Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais vous remercier tous pour les retours que vous avez fait sur le premier podcast avec Ludo. Je suis très très content d'avoir eu tous ces partages et ces commentaires. Ludo, comment tu vas? Je vais très bien, je suis très content d'être encore avec toi et je suis très touché des nombreux messages que l'on a reçus pour nous complimenter de la qualité de notre analyse sur les combats du KSW et notamment des combats de l'UFC 315. Et on revient avec un sujet qui, je pense, va beaucoup te plaire parce qu'on a eu on a eu plein d'annonces déjà de combats de Dana White. Ça, j'adore quand il fait ça. Dans la nuit, là, quand on se réveille le matin, il y a plein d'annonces de fight. Et on en a une, c'est surtout du côté de Nassourdine Imavov, de sa catégorie. C'est Dricus du Plessis qui va affronter Khamzat Chimaev et on a Nassourdine Imavov qui est backup. Donc on a potentiellement encore la France qui va aller disputer une ceinture. Ouais, c'est vraiment une super nouvelle, hein. Je sais qu'ils avaient travaillé dur avec Younes, le manager de Nassour. Et franchement, le travail paye. Aujourd'hui, on sait que Nassour, il sera remplaçant si jamais il devait y avoir ou bien Dreykus ou bien Hamzat. Il est là, Moi, présent. je pense que c'est Khamzat, hein, parce que Khamzat Chimaev, c'est que déjà, il a souvent des problèmes pour faire le poids. Des fois, il se blesse. Enfin, j'ai l'impression on peut avoir un Assourdine vraiment qui affronte des Cruz du Plessis, hein. Je pense il existe un monde où ça se passe vraiment. Je sais, mais tu sais que moi, je suis pas toujours dans le même monde que tout le monde. Je pense que tu as bien compris qu'à force d'échanger avec moi, j'ai tendance à voir les choses des fois sous un autre prisme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent comme ça. Et je trouve qu'on est un peu dur avec Hamzat parce que, bon, c'est vrai que quand il a fait des fights à 77 kilos, il a raté certaines pesées, notamment celle où, comment dire, il avait dû affronter Kevin Holland à la place de Nate Diaz. C'est vrai qu'il avait eu des difficultés parce qu'il était tombé gravement malade du Covid et donc il avait eu des difficultés dans la santé. Ça avait été quelque chose qui avait été mouvementé. Mais lorsqu'il a combattu en 84 kilos, il n'y a jamais eu de problème particulier. C'est vrai qu'il a eu des difficultés avec son visa, parce que bah, quand il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et quand il y avait eu Kadyrov qui s'était mis dans la partie à cause des liens qu'il peut avoir avec Kadyrov, bah, ça a pu fermer certaines portes, notamment son entrée dans les pays de l'OTAN, comme, enfin de l'OTAN, plutôt des États-Unis, disons-nous les choses. Et donc, il était basé en Arabie, à Abu Dhabi. Et donc, c'était très bien pour lui. Et donc, quand il y avait des UFC Abu Dhabi ou UFC Dubaï, etc., il n'y avait pas de souci. Mais je trouve que les médias sont durs avec. Parce qu'on a l'impression que Shimaev, tu sais, c'est un peu celui qui apporte le doute jusqu'au dernier moment. Tous les commentateurs s'amusent à dire ça. Moi, je vous trouve dur. Je vous trouve dur parce que oui, il faut pas oublier que Shimaev, c'est celui qui a sauvé beaucoup de cartes de l'UFC. Une fois, il a fait 3 combats en 10 jours, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut pas oublier tous les services que Shimaev a rendus à l'UFC. Et je pense que Shimaev, c'est quelqu'un de beaucoup plus solide que l'on ne croit. C'est pas parce qu'il est émotif et que, il peut dire des choses qui sont parfois émotionnellement soit extrêmes dans un sens, soit extrêmes dans l'autre. Euh, je suis un loup, je vais tous les tuer et en même temps il pleure quand il voit ce qui se passe en Palestine. On peut comprendre le grand écart, mais ça fait toute sa valeur aussi. Ça veut dire que cette personne-là, elle est entière et elle ne triche pas. Et donc, je pense que Dricus a déjà commencé un petit peu son trash talk intelligent à essayer de mettre la pression de manière psychologique sur Shimaev, tu vois, en disant, ouais, je sais que je vais affronter Nassour. Après, je vais pas te mentir, hein. Si Nassour, il affronte Dricus, moi, je suis team Nassour. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais attention, attention.
Ouais, en tout cas, ça va être un beau combat. Donc, c'est pour le mois d'août. Donc, on a encore le temps. Donc, le 17 août à l'UFC 319. Moi, je voulais qu'on parle surtout de Nassourdine. Que penses-tu le fait qu'il est backup? Parce que bah, pour le coup, j'imagine que comme Manon Fiorot, quand elle a été backup de Alexa Grasso face à Shevchenko, euh, elle a fait un camp comme si elle allait combattre. Voilà, les combattants doivent perdre le poids. Est-ce que ce sera bénéfique pour Nassourdine, j'ai envie de dire, d'avoir un camp en plus pour pouvoir affronter euh, l'un de ces deux monstres? Parce que clairement, c'est des monstres. Et moi, je suis hypé, j'ai envie de savoir qui va sortir vainqueur de ce trio, tu vois. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'affaire n'est pas aisée. Quand tu es backup comme ça, en fait, tu dois faire un camp qui est en même temps solide pour un adversaire et en même temps intelligent pour l'autre adversaire. Si moi j'étais à la place de Nicolas Hoth, je me dirais pas, ouais, Khamzat va pas venir, je vais certainement remplacer Khamzat. Et je ne me dirais pas non plus, Dricus va se blesser, je vais affronter Khamzat. Parce que ça serait le piège dans lequel ne pas tomber. Dans lequel il ne faudrait pas tomber, pardon. Euh, Préparer un combat pour une personne alors que tu peux affronter diamétralement l'opposé, ça serait à mon sens risqué, voire infructueux. Donc l'idée, c'est de jouer dans cette préparation sur les qualités de Nassour. Donc, comme je t'ai dit, voilà, moi, je ne peux que me mettre à la place de Nico, puisque bon, moi, j'ai pas son niveau, hein. Nico, il est là, et moi, je suis bien plus loin que lui en termes de qualité et en termes d'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que si moi, j'étais à sa place, je ferais en sorte de travailler sur les qualités de Nassour. Les qualités de Nassour, on les connaît. C'est bien sûr la rapidité, la précision et le punch qu'il a en anglaise. C'est aussi cette lutte et cette capacité à transiter entre la boxe anglaise et la lutte, notamment, comment dire, lorsqu'il emmène la lutte contre la cage. Et c'est aussi, et on a tendance à l'oublier, quelqu'un qui est très doué et très solide au sol, que ce soit dans ses positions, que ce soit dans sa mobilité, et que ce soit aussi dans l'utilisation de son ground and pound. Alors, soit Nassour, c'est pas forcément le grappleur qui va finir au sol avec des soumissions, mais à chaque fois qu'il a pu avoir l'opportunité, il a jamais manqué, il a jamais manqué. On peut se rappeler des combats contre Shabazian, contre celui qu'il a affronté comment dire, à l'UFC Paris, Brendan Allen, etc. Donc, des gars qui étaient au sol vraiment chauds, et pourtant, il a eu malgré tout le dessus. Et pourquoi il a eu le dessus? C'est parce qu'il a joué sur ses qualités. Une autre qualité de Nassour, c'est sa qualité physique. Non seulement il est puissant, mais il est aussi endurant, sauf lorsqu'il se met en colère. Lorsqu'il se met en colère, ses émotions ont tendance à prendre beaucoup d'énergie sur lui. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a fait plusieurs fois, comment dire, des 5x5, qui s'est préparé pour faire des 5x5, et donc il les a. Il les a au niveau du cardio, il peut les passer, et il peut les passer en gérant le rythme. On l'a vu contre Canonier, dans le quatrième, on l'a vu contre Dolidze, on l'a vu contre plusieurs de ses adversaires. À chaque fois, il est passé. Et toi, si tu préférais voir Nassourdine face auquel, en fait? Face à plutôt Moi, je Khamzat préfère ou DDP? être honnête avec toi, je préférais Hmm. qu'il affronte Dricus Duplessis, tout simplement parce que Ramzat, c'est un bordel. Ça, ça me, Ramzat, c'est un bordel. ça me fait plaisir que tu dis ça parce que je sais que quand même, avec Nassourdine, vous connaissez. Tu connais aussi très bien Daguerre. Bah, d'ailleurs, si tu veux nous raconter un petit peu, parce que moi je vous avais vu sur un coin ensemble pour coacher Sami Si Ahmed. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre relation? Vous avez été dans la même salle aussi, tu m'as dit de boxe anglaise. Est-ce que tu peux partager un peu l'histoire
que tu as avec la famille Imavov, tout simplement. Eh bien, en fait, comme tu viens de le dire, en fait, Nassourdine et Daguerre, ce sont les meilleurs amis de Sami Sy Ahmed. Sami Sy Ahmed, c'est un combattant professionnel de MMA qui habitait à côté de chez moi, que Nicolas Hoth et mon ami Pico, comment dire, nous a conseillé, nous a mis en relation pour travailler ensemble. C'est une personnalité extrêmement sympathique, impliquée, plein de valeurs. Très vite, ça a accroché avec Samy. Du coup, on a travaillé ensemble pour lui préparer dans sa deuxième partie de carrière, parce que lui, il a eu une carrière en kickboxing. Et donc là, l'idée, c'était de l'accompagner sur sa carrière en MMA. Et j'ai toujours accepté le fait que Daguerre et Nassour, même s'ils ne participaient pas à sa préparation, j'ai toujours accepté le fait qu'ils viennent dans le coin parce que je les ai vus, bien entendu, comme de la plus-value. Plus-value parce que, en fait, c'était des athlètes de très, très haut niveau et aussi avec une personnalité hyper sympathique, hyper conciliante. Voilà, des deux personnes avec un bon fond, avec qui c'est facile de discuter, d'échanger. Et donc, ça a toujours été plaisant d'être avec eux et d'accompagner Samy ensemble. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Nassour et Daguerre. Et du coup, après, bah forcément, tu sais, quand tu partages ce type d'expérience avec eux, bah comment dire, ça crée du lien, et notamment dans les moments difficiles. Et là où j'ai vraiment vu que c'était des bonnes personnes, c'est quand je me suis retrouvé avec Nassourdine à l'hôpital entre 11 heures et 5 heures du matin à dormir dans une salle d'attente parce que notre ami Samy, bah, lui, il était aux urgences en train de se faire opérer une partie de l'œil, en fait, parce qu'il avait eu un problème au plancher orbital. Et Nassour, alors que c'était un combattant UFC, alors qu'il aurait pu partir, etc., par amitié, est resté avec moi. Moi, j'ai non seulement exprimé mon amitié pour Samy, mais j'ai aussi exprimé mon rôle de coach. C'était mon rôle d'être présent, d'accompagner. Un coach, c'est ça, ça accompagne avant le combat, pendant le combat et aussi après le combat. Mais lui, c'est son ami et il était là avec moi. Du coup, bah forcément, on a partagé, on a discuté. Et moi, en tout cas, moi, je me suis lié de sympathie pour lui. Je pense que c'est pareil de son côté. Et du coup, maintenant, bah forcément, quand on se voit, bah, on apprécie à passer du moment ensemble. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que voilà, il y a des petits coups du sort dans la vie comme ça. Et il s'avère que Nassour et Daguerre, ils ont commencé les sports de combat dans une salle de boxe anglaise qui s'appelle le Boxing Club Salonnais, qui est dans une cité de salons de Provence qui s'appelle les Canourgues. Et moi, lorsque j'ai passé mes diplômes de boxe anglaise, donc mon diplôme de prévôt, mon diplôme, donc mon BP GEPS boxe anglaise et après mon DE GEPS, il s'avère que par l'intermédiaire de notre ami commun Saïd Chabi, j'ai été 3 ans dans cette salle. Donc quand moi j'arrivais, j'avais une grande photo de Daguerre en fait. Et donc c'était super sympa. Et donc on s'est croisés aussi là-bas quand Nassour avait combattu à l'UFC et qu'il était venu aussi être félicité, recevoir, je crois, la médaille par le maire de Salon. Et donc, on s'était croisés aussi là-bas. Et donc, à chaque fois qu'on se croise, bah forcément, comme tu viens de le dire, on s'apprécie, donc on passe de bons moments ensemble. Et donc, tu as suivi la carrière de Nassourdine. Ah oui. Qu'est-ce Ah oui. que... Moi, je voulais avoir ton avis sur... alors, je remonte un petit peu, je rembobine la cassette, mais quand il y a eu cette défaite face à Strickland, derrière, il y a des changements, un peu comme Benoît Saint-Denis. Même si Nassourdine, je trouve que ça a été beaucoup plus drastique, les changements qu'il a fait autour de lui. Il a vraiment tout changé, même, tu vois, côté management. Il faut saluer quand même le travail de communication qui est fait par Younes. On a eu un avant-après. Est-ce que déjà tu es d'accord avec moi sur ça? Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, de Nassourdine, même si tu viens d'énumérer toutes ses compétences, l'évolution de cet athlète? Bah écoute, l'évolution de cet athlète, elle est simple. Avant, Nassour faisait partie d'un collectif. Ce collectif-là, c'était le MMA Factory. Il était un des compétiteurs et un des combattants parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, en fait, il a créé un écosystème autour de lui. Et aujourd'hui, il est le produit
Nassour. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il était un produit du Factory, même si effectivement, il avait déjà eu des expériences au sein de clubs, notamment celui que je viens de te donner. Malgré tout, lorsqu'il est monté à Paris avec Daguerre, c'est l'encadrement du MMA Factory, que ce soit Fernand ou les coachs, dont Nicolas Haute à l'époque, hein. N'oublions pas que Nicolas Haute a enseigné et a été coach au MMA Factory pendant 7 ans. Donc, il se connaissait déjà avec Nico. Mais ce n'était pas lui le centre de tout. Là, aujourd'hui, il a créé un écosystème autour de lui. Et cet écosystème fonctionne très bien puisque le centre d'intérêt, c'est lui. Donc ça a tout changé. Parce que les cours avant n'étaient pas orientés pour Nassourdine. Les sparring qui étaient choisis n'étaient pas choisis pour Nassourdine. Il y avait bien sûr des game plans. Il ne faut pas non plus oublier le bon travail qui a été fait par Fernand Lopez. Des fois, je trouve, comment dire, certains commentateurs ou certains acteur du MMA un peu dur, voire trop dur. On connaît les qualités de Lopez, on connaît ses défauts, mais ce qui est sûr, c'est que il a toujours quand même accompagné, et tu parlais par exemple de Strickland, il a accompagné Nassour, comment dire, jusqu'à là, tu vois, c'est pas rien. Et pourtant, il a traversé des tempêtes. On se rappelle la défaite de Phil House, tu vois. Mm. Malgré tout, qu'on le veuille ou non, l'encadrement du Factory et Lopez en tête de ligne a fait en sorte que après ça fonctionne bien. Et le Management Factory a permis à Nassour de continuer son ascension jusqu'à Strickland. Ce n'est pas rien. Mais on n'était pas encore arrivé à, je dirais, à rentabiliser la totalité de ce que pouvait donner Nassour. Là, aujourd'hui, on peut. Pourquoi? Parce que tout l'encadrement est fait pour que Nassour réussisse. Que ce soit les ressources structurelles, puisqu'il est toujours dans le Venom, que ce soit les ressources humaines, avec Nicolas Hott, avec son management, avec son manager Younes, avec aussi ses sparring, avec, comment dire, son préparateur physique, avec les soins, avec tout ce il a mis en place. Et ça, il a pu le mettre en place aussi parce qu'à un moment donné, il a gagné les fonds pour le faire. Faut pas oublier que quand il était au Factory, il gagnait pas les mêmes bourses que quand il est aujourd'hui tout seul, tu vois. Donc ça aussi, ça joue. Ça joue parce que du coup, il peut avoir de meilleures préparations dans de meilleures conditions. Et donc ça, forcément, ça a une influence sur son résultat. Après, une autre chose, Nassour a toujours eu, comment dire, une force de caractère et aussi, comment dire, euh, je dirais, des vraies qualités sur le plan pugilistique. Mais il s'est muté aussi, il s'est transformé avec, comment dire, ses sparring, avec, je dirais, les années qui passent. Il a pris de l'expérience, il a pris de la maturité, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique que sur la gestion du combat, sur la gestion de son effort. Il se connaît mieux, que ce soit sur le plan purement physique, sur le plan aussi, comment dire, euh, du combat. Il maîtrise mieux les choses. Ce n'est plus le jeune majeur de 20 ans qui est monté à Paris, qui s'est, comment dire, déraciné de Salon et qui est venu émigrer à Paris où il connaissait personne. Aujourd'hui, il a assis quand même un certain cadre qui lui convient à la perfection. Et tout ça, en fait, sont des facteurs, sont des données qui permettent qu'aujourd'hui Nassour réussisse. Et aujourd'hui, avec la qualité de son encadrement, il est tout simplement voilà, il est il est à deux doigts d'être le meilleur de sa catégorie à l'UFC, tout simplement. Ouais, ça me fait plaisir que tu soulignes tout ça. Et moi, Nassourdine, pour moi, c'est vraiment un exemple que les jeunes qui veulent se lancer dans le MMA, il faut qu'ils s'inspirent vraiment, autant sur le plan valeur, mais aussi sur l'encadrement qui a tout autour de lui et la direction de sa carrière, quoi. Parce que, ouais, à un moment,
Même les fans, les médias, tout le monde a été dur avec Nassourdine. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est, bah, voilà, il est potentiellement à la ceinture et bientôt peut-être champion. C'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens ont été particulièrement horribles avec lui suite à sa défaite contre. Strickland. Mm. Ah oui, tout Il à a fait. fallu, il a fallu que Shin Strickland batte Easy pour se rendre compte à quel point la performance de Nassourdine ce soir-là était pas si mauvaise. Je rappelle que Nassour n'était pas à 93 kilos. Je rappelle que Nassour, c'est quelqu'un qui oscille entre 89, 90, allez, 91 kilos. Il cut peu, Ah, c'est pas un gros middleweight. d'accord? Quand il a affronté Strickland en 93. Ça veut dire que Strickland, lui, il est descendu à 93 et après, il est remonté. Il devait être au moins à 100 kilos. Alors, je vais pas mentir. C'est pas ça qui a fait, c'est pas les 10 kilos qui ont fait que Nassourdine a perdu ce combat. Mais c'est quand même une donnée qu'il faut respecter. Et l'autre, chez Strickland, il a battu pendant ce qu'on appelait à l'époque le GOAT de la catégorie, hein. Entre, comment dire, alors le GOAT de la catégorie, Oui, pardonnez-moi. derrière Anderson Silva. Je te parle, voilà, Oui, dans le MMA actuel, dans la catégorie des 84, oui, Adesanya, il y a exactement. personne au-dessus, quoi. Voilà, on Tout, s'est compris, tu vois. tout à fait. Et Adesanya avait parti Anderson Silva. Alors, un Anderson Silva vieillissant, Oui, passage bien sûr. point, tout ça, ok. Mais c'est là où on a commencé à gamberger. Mm. Et on s'est dit, ah non, non, mais attends, c'est beau ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai qu'il a passé 2 rounds où ça n'a pas été évident. Je ne dis pas le contraire. Il ne trouvait pas la solution. Shin Strickland a une boxe qui est Mm. particulièrement atypique, Mais totalement dérangeante, avec un espèce de jab qui part du bas, une espèce de garde qui est vraiment particulière. ouais, c'est le Il est tout finish le temps en train là, de en mettre boxe il est tout le temps en anglaise. train de mettre des types, il est tout le temps en train de mettre des types qui sortent de nulle part avec des front kicks. Tu te demandes comment ça se fait qu'il part. Et donc, Nassourdine a eu du mal parce qu'il est anti-académique. Donc, c'est pas évident. Parce que lui, il s'est pas préparé pour affronter Shin Strickland à la base, hein. Mais c'est ce que Il s'est j'allais dire. préparé pour affronter Gastelum. Et Gastelum est un super striker, mais il est quand même relativement lisible. C'est-à-dire il a quand même des déplacements et des enchaînements de frappes et des combinaisons de frappes qui sont académiques, on va dire. L'autre, c'est un bourbier mental. Tu as l'impression d'être dans une phase de recrutement où tu es en train de passer des stages ou des tests psychotechniques, tu vois ce que je veux dire. Le temps qu'il assimile tout ça, bah ça a mis tous ces rounds-là. Donc effectivement. Et puis Nassourdine, il ne gagne pas forcément toujours le premier round. Je ne sais pas si tu as remarqué. À part contre, quand il a la rage et qu'il veut Contre, en découdre, contre Buckley. notamment. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il a toujours un round où il s'adapte. D'ailleurs, le dernier combat, il perd le premier round aussi, il ne faut pas se Oui, mentir, hein. tout à fait. Tout à fait. Mais parce qu'il s'adapte et il teste. Tu vois, il teste, il est là, il est comme un petit, prenons, comme un loup, tu vois, qui est là, assoiffé, tu vois, qui est en train de tourner et rôder autour de sa proie, tu vois. Ouais. Et donc, il teste. Et là, il a mis du temps à y arriver. Mais après, rappelle-toi, il prenait des risques et le cinquième round, il était rentré dedans, hein. Ouais, tout à Donc, fait. j'ai trouvé quand même ça dur parce que Nassourdine, je crois, de mémoire, il doit être à quoi, deux, trois, quatre défaites, je crois. Quatre défaites. Il doit y en avoir deux. La première, son premier combat contre un mec de chez moi de la Free Fight à Yadi, ça je me rappelle, il avait mangé une guillotine. Un deuxième, mais il doit avoir 3 ou 4 défaites, pas 16, plus. 16-4. Il est à Bah, tu 16-4, vois, Nassourdine. voilà. Bon, ça va, Non. je suis pas à la rue. Et donc, si tu veux, il a perdu contre Phil Hawes, mais il a perdu contre Strickland. Mais sinon, comment dire, à chaque fois, il a toujours Sur réussi. rebondir, ouais. Et je pense que ce que lui apporte Nico, c'est de pouvoir maintenant rentrer dans le combat un peu plus vite et d'utiliser tout de suite ses capacités, tu vois. Je pense que c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé avec les autres. Et puis il a battu vraiment des gars forts, tu vois, les canonniers, tout ça, les Dolidze, tout ça, parce que là, on parle de Chris Curtis, mais Chris Curtis aussi, il l'a battu Ouais, en vrai, hein. il Si est l'autre, un. Ouais, il- clairement. il était en train de lui faire passer.
une soirée bien, 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 bien noire, hein, Tout à fait. En tout à- cas, ça m'a fait plaisir que tu mettes un point d'honneur et que tu rappelles tous ces détails face à Strickland parce que oui, on a été dur et franchement, affronter Strickland en short notice comme ça, c'est pas tout le monde qui peut faire la performance parce qu'il a perdu à la décision, quoi. Donc, je Ah, c'est tenais, un gros défaut ouais. qu'on a dans le MMA français. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah, on a tendance à avoir des commentaires qui sont pas à la hauteur de la qualité des combats qui sont effectués. On est sur l'instant, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se permettent d'émettre des jugements et on a l'impression que le MMA est devenu un peu comme le football. On arrive un petit peu à ces discussions de comptoir avec des mecs qui boivent des demi et qui sont en train d'expliquer la composition de l'équipe quelles est les qualités de l'attaquant ou du défenseur, etc. C'est désagréable pour des gens comme moi. C'est désagréable pour des combattants. C'est désagréable pour des experts. C'est désagréable pour des coachs et des entraîneurs. Parce que eux, ils savent à quel point, à quel point c'est difficile. On ne joue pas dans le MMA. On met son intégrité physique en péril. Or là, Strickland, les gens n'avaient pas compris à quel point il était fort. C'est pas parce que ce qu'il dit, c'est complètement décalé. C'est pas parce que ses provocations sont complètement lunaires. C'est pas parce que sa personnalité, tu as l'impression que des fois il est bipolaire, que en tant que combattant, c'est pas un bon combattant. Et tu avais l'impression que les gens, tu vois, ils étaient déçus parce qu'ils avaient perdu, parce que Nassourdine avait perdu contre Strickland, parce qu'en gros, il avait chié sur les Français. Nassourdine n'avait pas pu fermer la bouche de Strickland. Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit être humble dans la victoire et rester digne dans la défaite. Et nous, en tant que passionnés et, comment dire, followers, en tant que supporters du MMA français, on doit être pareil, humble dans la victoire et digne dans la défaite. Pour moi, Nassour, à ce moment-là, il a vécu une injustice. Maintenant, je crois que ça a été un tremplin vers tous ses combats gagnés. Parce que je connais un petit peu la personnalité de Nassour et l'injustice, c'est pas quelque chose qu'il tolère. Et je pense au plus profond de lui, il a dit, ah ouais, c'est comme ça que ouais, je vais vous prouver moi qui je suis. Et ça, c'est le véritable orgueil du champion. Et Nassour, il a cet orgueil du champion. Je sais que dans le passé, je t'ai souvent parlé de cet orgueil du champion. Et ben Nassour, il est animé de cet orgueil-là. Et moi, aujourd'hui, je préférais qu'il affronte Duplessis. Pourquoi? Parce que même si Duplessis, il est imprévisible, même s'il est physique, même s'il frappe fort, même s'il est, je dirais, comment dire? Brouillon. Voilà, Il est illisible, il est brouillon. adjectif qualificatif qui lui convient le mieux. Ouais. Lui aussi, il a l'orgueil du champion et il est surtout ce qu'on appelle résilient. C'est-à-dire que Mm. malgré la difficulté, il peut se faire rouster pendant 3 rounds, comme on l'a vu la dernière fois avec Israël Adesanya, et pour autant faire en sorte qu'il te batte. Donc là, s'il affronte un mec comme ça, il va y avoir deux chiens de la casse qui vont pas se lâcher. Ce que j'allais dire. Pour autant, pour autant, je suis persuadé que l'anglaise et la précision de Nassourdine aura raison de Duplessis. J'en suis sûr. Parce qu'il va l'asphyxier. Il va lui mettre un tel volume. D'habitude, c'est Duplessis qui met le volume. Là, c'est Nassour qui va lui mettre le volume. Et il est beaucoup plus rapide que Duplessis. Beaucoup plus rapide. Et Duplessis n'arrivera pas à faire au sol ce qu'il a fait aux autres. Alors oui, il a battu Whittaker, oui, il a battu Adesanya, oui, il a battu Strickland, mais il n'arrivera pas à faire ça avec Nassour. Ça, c'est sûr. Par contre, j'espère de tout cœur qu'il évitera Shimaev. Ah bah moi je suis pas de cet avis-là. Mais c'est Vas-y. intéressant. Bah oui, On compte nos avis. C'est tout à intéressant fait. qu'on compte nos Vas-y, avis. j'écoute ta donnée sur le combat potentiellement face à Shimaev. Shimaev, Shimaev, on est toujours en train de lui dire, ouais, regarde ce qu'il a fait contre Burns. Ouais, regarde ce qu'il a fait contre Ousmane, Kamaru. Ok, mais vous vous rappelez du premier round?
Vous vous rappelez du premier round? Face à Ousmane. Que ce soit vis-à-vis de Ousmane ou vis-à-vis de Burns aussi. Ah ouais, le premier round, oui, ok. Et la donnée que tu disais de Nassourdine, que le premier round, il a du mal. Ouais, tu fais la jonction entre les deux. Ouais. En fait, Toi, moi, toi, excuse-moi, c'est pas pour faire de la lèche, mais tu comprends vite. moi, en fait, parce que j'ai déjà analysé en fait le combat. Je me suis déjà fait le scénario. Et justement, j'en ai discuté avec un ami et je lui disais que pour moi, Nassourdine, il a les capacités et il a des qualités pour battre Chimaev. Et Chimaev, il en a aussi pour battre Nassourdine. Et j'ai envie de voir ce combat. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a aussi la hype déjà que ça va mettre sur les réseaux. Et aussi médiatiquement, Chimaev, on le sait, c'est la star de l'UFC. Et Nassourdine, je trouve qu'il y gagnerait beaucoup en fait à affronter Shimaev pour la ceinture en plus, tu vois. En fait, s'il se serait pas affronté pour la ceinture, à la rigueur, ça m'aurait un petit peu dérangé. Tu vois, je trouverais ça dommage. En plus, il s'apprécie. On sait qu'il y a eu des insides. Ils se sont déjà un petit peu entraînés. Enfin, tu vois le storytelling du combat, comment c'est. Rien que déjà ça me hype. Mais après, franchement, de toute façon, on va l'avoir ce combat. Que ce soit maintenant ou après, ils vont devoir s'affronter. Mais je suis d'accord avec toi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et euh, l'envie, j'ai envie que Nassourdine y gagne, mais je pense qu'il va perdre face à Shimaev. Clairement, tu vois. Et attention, hein, ne pas contredire mes mots. J'ai envie qu'il gagne, mais je pense qu'il va perdre. Voilà. Maintenant, là, on est sur du haut niveau. Il y a tellement de détails qui rentrent en compte. Je pense aussi qu'il y a un Maxime François qui est dans le camp de Nassourdine. On n'a rien à envier à la lutte de Shimaev. Vraiment, les gens ils vont me tuer en commentaire que je dis ça, mais vraiment, je le pense. Et je pense aussi que Nicolas Hoth, je le répète, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, pour moi, avec Imavov, ils forment un binôme incroyable. Et je pense vraiment que Nicolas Hoth, il va pouvoir trouver les bons sparring et aussi trouver les détails pour essayer, je dis bien essayer, de d'annihiler la lutte de Shimaev, quoi, parce que c'est obligé qu'il y ait une réponse à ça, tu vois. Alors, déjà, je te remercie parce que tu ne pratiques pas la langue de bois. Euh, il faut avoir le courage de ses opinions. À partir du moment où on a les arguments, personne n'a le droit de te critiquer si tu argumentes. Ça, c'est important de le préciser. Tu as le droit de penser que Shimaev, s'il affronte Nassourdine, batte Nassour. Tu as le droit de le penser. Et je trouve ça même vraiment honorable de ta part de l'exprimer. Moi, je vais être plus mesuré. Non pas que je tombe dans l'affectif. Bien évidemment que moi, je suis 100% à Nassour. Non, excuse-moi, 1000% Nassour. Mais dans le cas de figure du remplacement, je préfère qu'il affronte Duplessis. Parce que comme je te l'ai dit, Nico sera obligé de préparer Shimaev, euh, Nassourdine, en ayant cette hypothèse de dire il peut se taper contre Shimaev comme Duplessis. Donc je ne peux pas lutter contre entre guillemets, je ne peux pas préparer Nassour contre un profil type. Donc je suis obligé de jouer sur les qualités de Nassour, uniquement sur les qualités de Nassour. Et moi, je dis, je pense que si dans le cas précis, il affronte Duplessis, il passera. Mais j'ai des craintes face à Chimaev parce que Chimaev assure toujours dans le premier round. Il met le feu dans le premier round. Lui, c'est double leg. Lui, il s'en fout. Double leg. Et s'il te met la main dessus, tu passes un mauvais quart d'heure. Et on a déjà vu Nassour avoir le même type de problématique. Brendan Allen, le premier round, c'est chaud quand même ce qui se passe à l'UFC Paris, tu vois. Non pas que Nassour ne fait pas face à la situation, Nassour fait pas face à la situation, mais mine de rien, ça a été un round qui a été inquiétant. Et c'est Brendan Allen. Alors imagine contre Chimaev. Duplessis, il lui a fallu, je crois, un ou deux rounds pour battre Whittaker. Shimaev, combien de secondes? Combien de minutes? Même pas deux. Ouais. On est d'accord? Mm. 120 secondes, t'imagines? Je dis pas qu'il va faire ça à Nassour, hein. Non, non, non. Mais tout le monde disait, ouais, Whittaker, Ah, c'est quand même un lutteur, moi, il je va le pas se faire disais, hein. amener au sol, il va pas se faire amener au sol comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, Ramzat, à retourner en Tchétchénie ou travailler avec le lutteur olympique? Mais ça n'a pas de sens, il devrait travailler la boxe. Qu'est-ce qu'il a fait, Ramzat? Il a dit, ah ouais, c'est un lutteur, moi je vais encore travailler encore plus la lutte.
Et tu vois, il a pris à contre-pied ce que l'intelligentsia, ce que la doxia combative pensait. Et moi, j'ai un peu cette personnalité, moi. J'aime bien prendre à contre-pied, tu vois, les gens. C'est ma personnalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a lutté, il l'a amené au sol, et ça n'a pas duré 150 ans. Et bien ça, tu vois, je me dis, en travaillant sur les qualités de Nassour, est-ce qu'il arriverait à toucher Khamzat suffisamment vite pour que Khamzat ne se jette pas à corps perdu dans la lutte, parvienne à rouler, rouler, rouler au sol, à avoir une position forte, à lui faire de la chaîne wrestling ou à lui faire des transitions au sol, qui fait qu'à un moment donné, Nassour, tu vois, il se mange des ground and pound ou il se mange, comment dire, des contrôles et voir une soumission d'opportunité avec des défenses de contrôle, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que quand tu crées des espaces au sol, tu t'exposes. Parce que quand tu es au sol, la logique du sol, c'est de limiter les espaces ou de les agrandir. Si je veux contrôler, je ferme les espaces. Si je veux, comment dire, me dégager, recomposer ou me relever, je crée les espaces. Mais Shimaev, c'est une sangsue, en fait. C'est un Khabib bis, hein, on va pas se mentir. C'est un Islam bis. C'est ce type de combattant qui fait que quand il te met la main dessus, il te lâche pas. Je rappelle que Kamaru Usman, c'est 95% ou 96% de réussite en défense de lutte. Et sont passés où ce pourcentage quand Khamzat il lui a mis la main dessus au premier round? Ah ouais, non, franchement, c'était Il impressionnant. faut, il faut arrêter de croire que Khamzat, c'est juste un mec fragile et un mec instable sur le plan psychologique, hein. Il rentre dans une cage avec toi, il n'a pas de défaite, Khamzat. Donc, moi, je crois que Nassour peut battre Khamzat que s'il se prépare pour Khamzat. Ok, ouais. C'est-à-dire que s'il prépare 8 semaines, le combat contre Khamzat, oui, Nassour peut battre Khamzat. C'est mon opinion. En revanche, là, Duplessis se blesse. Il affronte Khamzat. Ouais, tu parles que le camp qui va préparer, il sera pas Ah, il peut- optimal pour affronter, parce qu'ils peuvent pas se concentrer sur, ils peuvent pas mettre un training camp sur un des deux adversaires. Ils sont obligés de faire en fonction de la personne de Nassourdine, comme tu l'as dit. C'est juste pour expliquer aux gens que quand on prépare un backup, en fait, on travaille. Bien sûr, on analyse les deux adversaires, mais on est obligé de travailler sur les qualités de l'athlète, justement pour le subjuguer un peu à affronter l'un des deux. Donc, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et en plus, vu l'importance de ce combat, Nassourdine, il mériterait d'avoir un vrai camp pour l'affronter. Maintenant, je vais te choquer. J'espère que Nassourdine ne combattra pas. Moi, J'espère que Duplessis et Khamzat s'affronteront. Comme ça, Khamzat gagnera parce que moi, j'ai mis sur Khamzat et Nassour pourra préparer sa victoire sur Khamzat. Et il gagnera. donc, pronostic, toi, c'est Shimaev pour Mon pro- face à Duplessis? Aucun problème. Ok. Eh ben, écoute, Aucun problème. ouais, moi, Avec tout le pareil, respect que j'ai pour Duplessis, hein. bien sûr. Selon toi, qui a le plus de chances, j'ai envie de dire, d'imposer son style, même si on sait que Khamzat amène tous ses adversaires au sol. La question, est-ce que Dricus va réussir à survivre dans ce premier round? Bah, c'est exactement ça, en fait. Moi, au risque d'être un petit peu aventurier dans ma prise de position, je pense que Dricus, c'est un diesel. Et en fait, c'est un rouleau compresseur. C'est-à-dire que il te met dans le mal, il te frappe et il te brise, quoi. C'est un peu la technique du coup de marteau sur le mur. À force de mettre des coups de marteau, en fait, le mur s'effrite. Et lorsqu'il s'effrite, bah après, il est totalement démoli et il s'écroule. Et pour ça, il utilise son striking et il met beaucoup de volume. Il utilise sa force parce il a une grosse force. Donc, que ce soit au niveau des coups de poing ou que ce soit au niveau des coups de pied, voilà, il commence à user par des coups répétés et de manière désorganisée, hein. Tout à l'heure, tu parlais de brouillon. C'est un peu ce que je pense, sans vouloir lui manquer de respect. En tout cas, c'est pas forcément la logique classique et académique de quelqu'un qui pratique le striking ou les sports de percussion en pied-point. Mais ça fonctionne. Et ensuite,
il a une lutte qui est très correcte, tu vois. Il est rugueux, il a le sens de l'équilibre et il fait pas des choses ou des projections qui sont spectaculaires. Tu vois, il fait pas de la lutte réelle. Lui, enfin, il fait pas de la lutte réelle. Je me suis mal exprimé. Il fait pas des prises de lutte réelles. Il joue surtout sur les déséquilibres, les crochetages, tu vois, les rotations. Tu vois, il joue beaucoup comme ça et il emmène le combat au sol comme ça. Après, par contre, il est dangereux en ground and pound et il est lourd dans ses positions. Ok. Ça, ce sont les qualités de Duplessis. Maintenant, je te mets Shimaev. Alors, on va me dire, ouais, Shimaev en striking, ceci, en striking, cela. Bon, ok. À chaque fois, on prend la référence de ce qu'il a voulu faire contre Gilbert Burns, où il s'est fait toucher par Gilbert Burns. Mais les gens oublient que lui aussi, il a touché Gilbert Burns. Et après, on me dit, ouais, mais regarde Kamaru avec un jab, etc. Mais les gens oublient qu'il s'est cassé la main au premier round de Shimaev. Donc, si tu veux, les gens font beaucoup de raccourcis pour diminuer la qualité de Shimaev. Shimaev, ce qu'il va faire, lui, c'est simple, hein. Il va faire un petit peu mumuse avec les poings, il va plonger dans les jambes, il va ramener Duplessis, comment dire, au sol, et il va le plonger dans les abysses de la terre. Et quand il va les emmener quand il va l'emmener dans le trou noir, c'est un vrai poulpe. Il va pas le lâcher, en fait. Et moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense que, à un moment donné, il va réussir. Alors, peut-être même que je suis peut-être trop présomptueux, peut-être que je suis trop présomptueux, peut-être que je le vois trop beau, mais moi, je pense que c'est pas un combat qui ira en 5 rounds. Et d'ailleurs, si ça va en 5 rounds, du coup, je pense que ça sera Duplessis qui gagnera. Ok, si ça va au bout, donc tu vois Duplessis à la décision. Moi, je voulais juste apporter quelque chose aussi quand tu parlais des qualités de Dricus. C'est aussi les qualités physiques qu'il a. C'est Oui. un gros 84 et sincèrement, c'est là que j'ai mis des doutes si Shimaev va réussir justement à déjà l'amener au sol et surtout le conserver parce que bah, il a quand même des bons scrambles, il se relève aussi. Il se relève. Justement, il est autant brouillon dans la lutte, comme tu l'as dit, que debout. Donc, moi, je demande à voir. Ce combat, il va être vraiment intéressant. Mais je vois quand même, comme tu l'as dit, et ça, je trouve que ça résume bien le combat. S'il y a une finition, ce sera du côté de Chimaev, clairement. Mais si ça va au bout, on peut voir un Dricus gagner à Toi, la décision et le cardio aussi. Parce que tu parlais des détracteurs que Shimaev il a sur le fait. Shimaev aussi, il y a ce fait qu'il est invaincu. Et tu vois, je me mets dans ce rôle-là. On a envie de le voir perdre. Tu vois, Ludo, on a envie de le voir perdre. Parce que, tu sais, on le connaît pas humain, tu vois. Tu vois ce truc quand les combattants, ils sont comme Khabib. Khabib, la plupart de tout le monde veut le revoir parce que tout le monde voulait le voir perdre, en fait. Les gens, ils avaient un peu le seum que le fait qu'il s'en va et que, tu vois, il est invaincu. Et Shimaev, c'est en train de faire pareil. On ne sait pas qui va arriver à résoudre l'énigme Shimaev, tu vois. bah voilà, tu l'as donné la vraie raison. Pourquoi il y a des gens qui donnent Dricus gagnant? C'est parce qu'en fait, ils ont le seum que Shimaev et on n'arrive pas à trouver la solution. Et de Clairement. la même manière qu'il y avait des gens qui disaient que Habib allait perdre parce que ça les embêtait qu'un Daguestanais sorti de ces montagnes vienne renverser le MMA occidental. La raison, tu viens de le dire. Mm. Tu viens de la donner, en fait. Et tu me dis que Shimaev, il n'a pas de cardio, que les détracteurs, il n'a pas de cardio. Oui, voilà, parce que c'est souvent ce qui est dit. Juste. Je les répète, Mm. Gilbert Burns et, comment dire, et Kamaru Usman. Si c'est sur ça que vous jugez le cardio de Shimaev, eh ben dis donc. Et en tout cas, les cotes de Paris, elles vont à l'avantage de Shimaev. Je viens de les regarder. Donc, clairement, Shimaev, il est donné favori. Bon, en même temps, voilà, il y a le côté invincibilité, j'ai envie de dire. Euh, Après, moi, je te le dis honnêtement, si Shimaev, ce qu'on ne sait pas, c'est comment Shimaev peut réagir face à une frappe d'un mec comme Dricus, parce qu'il a pris des frappes d'un 77 de Gilbert Burns, il a pris des frappes d'Ousmane
comment dire, en 84, même si si Ousmane, en vérité, c'est un 77. Mais face à un mec de 100 kills, ça peut être une donnée, tu vois. Mm. Mais malgré tout, en toute honnêteté, hein, la difficulté que va lui poser. C'est comme quand je me retrouve dans la même position où les gens étaient en train de m'expliquer comment Whittaker allait gagner Shimaev. Il s'est passé exactement ce que j'ai dit. Il va l'emmener au sol, il va l'englober, il va l'emmener dans le trou noir. Tu sais, t'as l'impression qu'il a un sous-marin et qu'il t'emmène dans les abysses. Et après, bah, j'allais dire il connaît son karaté, tu vois, c'est l'expression, mais il connaît son grappling, tu vois. On ne se rend pas compte à quel point il est fort au sol. On ne se rend pas compte à quel point il est fort. C'est c'est de la même trame que du Khabib, tu vois. Alors, je sais que on dit aussi Islam. Et on m'avait dit, ouais, mais regarde Volka, comment il avait réussi à résister à Islam avec... Ouais, il a résisté, c'est vrai. Je dis pas le contraire. Mais attention, Shimaev, c'est du lourd au sol. Ouais. C'est du très, très lourd. Et donc, moi, pour ma part, c'est pour ça que je préférais que Nassour, en fait, il affronte personne euh, pour que finalement il se prépare. Ou alors qu'il affronte Dricus. Mais même personne, en fait. Parce que sa préparation, enfin, je vois pas comment il pourrait faire pour préparer deux types. Il va forcément jouer sur ses propres qualités à lui. Tu vois? Et autant ça pourrait passer sur Dricus, autant sur Shimaev, bah, Shimaev, le premier round, c'est quelque chose, hein. En fait, Shimaev, tu passes les deux premiers rounds, tu peux peut-être espérer quelque chose. Mais il faut les passer les deux premiers rounds, hein. C'est 10 minutes, hein. Ouais, c'est clair. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, franchement. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ce combat.